des edamame, qui sont des petites fèves de soja, des petites fèves japonaises, de l'avocat, du raisin, des dattes, des chips séchés, des olives, une sauce à base de grenade, d'huile d'olive et de vinaigre, et enfin de la feta. Pas d'ailleurs, lui? Non. Voilà, on a essayé de constituer au mieux le poké sous du vat. Il manque le blé, mais on va finir avec un petit gâteau, un petit dessert où il y aura tout du blé. Donc ça, c'était la première question pour le poké sous du vat. Et ensuite, le restaurant, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, ma poké, c'est une grande aventure qui me tenait vraiment à cœur. Avant de mettre en place, de créer l'entreprise Ma Poké, j'ai travaillé longtemps à Paris auprès de CHR, de Café Hôtel Restaurant, et j'avais toujours eu l'ambition de créer un restaurant. Et je suis partie à New York il y a quelques années et j'ai découvert le poké qui n'était pas encore présent en France. Et à New York, je mangeais que des pokés. Je suis clairement tombée amoureuse du produit. J'avais une pause en stage, j'allais manger un poké. Mon maître de stage me disait ralentis, ça mange trop. Et en fait, le poké, c'est un produit hawaïen. Il est d'abord arrivé aux États-Unis et poké, ça signifie dé en hawaïen. Pour revenir à la petite histoire parisienne, en traitant avec des restaurants toute la journée pendant mon ancien travail, je me suis rendu compte qu'ils commençaient à mettre à la carte le pokéball. Et moi, j'ai toujours voulu que mon resto soit cachère. Je me suis dit, allez, pourquoi pas faire un pokéball cachère à Lyon, redescendre à Lyon. Et voilà, comme on en est venu à créer Ma Poké, ça fait 2 ans et demi aujourd'hui. Je suis accompagnée d'Anne depuis 2 ans. Et on forme un super duo, on est très complémentaires. Et voilà pour le resto. Et sinon, au niveau du développement, pour répondre à la dernière question, on ouvre un point de vente non physique à partir de mardi à Vèze pour livrer toute la partie ouest lyonnais qui était quand même bien plébiscitée. Vous pouvez nous retrouver sur les sites de livraison Uber Eats, Just Eat et Deliveroo pour créer vos pokés et pour avoir vos pokés cachers sur toute cette zone lyonnaise. On couvre pas. Bien, merci beaucoup. Alors, pour compléter ce qu'elle a dit au niveau de la recette, il y avait un choix, c'est ça? Il y avait un choix au niveau de l'ordre. Il y avait un choix au niveau de l'ordre, c'est ça, pour savoir si on voulait mettre un plus d'ordre. Exactement, si on peut mettre plus d'ordre ou pas. Voilà, vous avez devant vous un poké dans lequel on voit un petit peu tous les aliments. On a effectivement, on voit l'olive, on voit les figues, on voit les dattes, on voit la grenade dans la sauce. Vous avez des edamame, c'est le 8e fruit d'Israël. Et vous avez de la feta, là parce que c'est le pays où le lait et le miel, donc ça passe également. Alors, on est toujours dans le thème. Donc voilà, donc vous allez au cours de la soirée avoir la possibilité d'avoir un poké. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va tout simplement accompagner la fabrication des pokés par une petite explication, d'une part de l'origine de la fête de Toubishvat, et aussi d'un rappel de ce que portent comme symbole les fruits d'Israël. Donc, si vous avez des questions, alors je suis en train de me regarder dans la caméra, j'ai un collier de fleurs, ce qui me permet de gagner du charisme dans ma prise de parole. Ce qui me permet donc de gagner ce collier me permet de gagner du charisme dans ma prise de parole et on ne remerciera jamais assez des accessoires pour permettre d'avoir encore plus de poigne dans les mots qu'on assène pour faire passer des messages. Donc, merci à ce collier qui reste dans le thème hawaïen. On salue également la présence d'une partie de nos teams qui sont là ce soir, la présence d'Iron, de Salomon, d'Ethan, de Mickaël, de Sacha et également de Doris, qui fait partie de nos adolescentes qui nous ont rejoints ce soir. On la remercie de nous avoir permis d'être parmi nous. Et on souhaite réfoua chez Nema aux personnes qui devaient venir mais qui n'ont pas pu venir pour des raisons covidiennes qui sont malheureusement incontournables. Réfoua chez Nema à Chirel, qui devait être là ce soir, et dont la famille est tombée malade tout récemment. Sans plus tarder, je vais poser une question donc, à ceux qui sauront me répondre. Est-ce que vous connaissez l'origine donc de la fête de Toubishvat d'une part, et d'autre part des 7 fruits d'Israël, de ce qu'on appelle nous les 7 fruits d'Israël. Pas de question piège, c'est possible, il y a de grandes chances que vous le connaissiez depuis le temps qu'on célèbre Toubishvat. Si vous avez la réponse, vous levez la main et on avance avec ça. Première question, est-ce que vous savez
d'où vient la fête de Toubé Shvat, c'est-à-dire qui l'a instituée et Les agriculteurs. pourquoi est-ce qu'on la célèbre comme ça? Les agriculteurs. Est-ce que ce sont les agriculteurs qui ont institué la fête de Toubé Shvat? Donc, faites de l'agriculture. Oui. Alors, les gens qui ont fait l'agriculture sont des personnes qui ont, à la force des choses, été concernés par le jour de Toubé Shvat. Mais ce ne sont pas eux qui ont institué cette fête-là. Cette fête-là, on la retrouve pour la source la plus ancienne dans le traité de la Mishnah, traité de Rosh Hashanah. Vous savez qu'il y a un certain nombre de traités de Mishnayot qui nous parlent du cycle de l'année et des fêtes. Et il y a un traité de Mishnah qui s'appelle le traité de Rosh Hashanah, dans lequel on parle évidemment de notre Rosh Hashanah qu'on célèbre le premier Tishri, mais également de 3 autres Rosh Hashanah, chacun ayant un rôle particulier. L'un va célébrer le nouvel an des années des rois, l'autre va célébrer le nouvel an des hommes, et on a le nôtre Rosh Hashanah Ilanot, qui lui va célébrer le renouveau de la nature. Plus prosaïquement, c'est le jour à partir duquel on devait compter les années pour les prélèvements agricoles. La Torah insiste très lourdement sur le rapport qu'on a avec la nature et la responsabilité qu'on a vis-à-vis de la nature. Elle insiste à plusieurs reprises. Elle sait d'ailleurs dès le début de Bereshit, les Avda ou Shomra, Dieu permet à l'homme de se placer sur la terre à condition qu'il serve la terre et qu'il garde la terre, qu'il puisse la travailler à condition qu'il la protège. Ça, c'est une des thématiques qui est importante de nos jours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Marine a un tablier qui est vert. Nous sommes ce soir dans une soirée à portée écologique, puisque cette soirée est là également pour remettre l'homme dans sa place légitime au sein de la nature. La fête de Toubé Shvat, donc, c'est devenu une fête qui a pris, avec le temps, beaucoup d'importance, enfin beaucoup plus d'importance qu'elle n'avait dans le temps. Au début, Toubé Shvat, c'est simplement un rendez-vous des prélèvements, un rendez-vous agricole, et même pas agricole, ça ajoute juste un rendez-vous qui est lié quasiment aux impôts. C'est les prélèvements qu'on doit à différents moments de l'année. Et au-delà de ça, c'est également le moment qui va fixer un temps de rendez-vous pour tout ce qui concerne les questions agricoles, les questions liées à la terre. Au-delà de ça, ça n'a pas plus de célébration. On n'a pas plus de célébration. Il va falloir attendre l'arrivée des sages de la Kabbalah, notamment du Harizal, qui va propulser cette journée en tant que fête, en tant que célébration. Et on aura, à partir de cette époque-là, une profusion de célébration. Cette fête-là va être propulsée au devant de la scène et va avoir de plus en plus de popularité. C'est comme ça qu'on va avoir au début uniquement un moment qui est un rendez-vous agricole. Ça va passer à un moyen de pouvoir célébrer la nature, célébrer la taille d'Israël. Et au fur et à mesure que les siècles vont passer, eh bien, on aura de plus en plus de fruits qui vont être mis en avant. On aura des sédarim de plus en plus grands, de plus en plus grandioses, qui vont osciller entre les 7 fruits d'Israël et des dizaines de fruits, avec, dans certaines de ces célébrations-là, la consommation de 4 verres de vin comme le soir de Pessah. Et pour chacun de ces fruits et de ces légumes, le rappelle à chaque fois de sa citation dans la Torah et du rapport qu'on a avec la terre d'Israël d'une part et avec ses fruits en particulier. Pour nous, ce soir, on va uniquement se contenter des 7 fruits d'Israël et on verra qu'il recèle chaque année de nouveaux secrets. Chaque année, on en révèle un peu plus et chaque année, on en découvre encore un peu plus. Parmi ces 7 fruits, on a les 2 premiers qui sont les plus étranges. Pourquoi qualifier le blé et l'orge? Pourquoi les qualifier de péri haaretz, de fruits d'Israël? Ce ne sont pas des fruits. Donc, ni l'orge ni le blé ne sont des périm, des fruits, ce sont des céréales, des ganim. Ce ne sont pas des fruits, ce sont des céréales. Donc, on ne comprend pas déjà pourquoi est-ce qu'ils sont classés dans les fruits d'Israël. Alors, vous me direz, ce sont simplement fruits, c'est au sens large, c'est à prendre en tant que production de la terre, certes, mais il n'empêche que lorsque on fait la bracha sur un produit à base de blé, on fait boréminer mézonot au début, et puis à la fin, on dira alaetz, on dira alemechia. Donc, lorsqu'on mange un fruit d'Israël, on a une bénédiction spéciale pour tous les produits qui viennent d'Israël.
Alors pourquoi est-ce qu'on les a appelés malgré tout des fruits? Tout simplement parce qu'ils ont, chacun d'entre eux, le blé et l'orge, ils ont tous les deux une responsabilité. Le blé est la céréale qui se rapproche le plus des fruits de l'arbre, et on va expliquer pourquoi. Et l'orge va être l'aliment également qui va se rapprocher le plus des fruits de la terre. L'un va représenter la bénédiction pour la production à venir des fruits de l'arbre, et l'autre va représenter en Israël la bénédiction pour les fruits à venir, des produits de la terre. C'est la raison pour laquelle on va les appeler tous les deux dans les fruits d'Israël, parce qu'ils représentent à eux seuls une catégorie entière de toute la production des fruits et des légumes d'Israël. C'est pour ça qu'on va les appeler des fruits d'Israël, dans le sens où à eux seuls, ils vont représenter toute l'agriculture de l'État d'Israël. Alors évidemment, ce ne sont pas des fruits, ce ne sont pas des fruits qui poussent spécifiquement en Israël. Du blé, il y en a partout en France. On est très fiers de notre production de blé, et ni l'orge du reste, ni les autres fruits, mais ceux-ci sont les fruits qui vont être cités au crédit de l'État d'Israël. Dans le livre de Devarim, on a ce célèbre verset à partir duquel on va extraire donc ces fruits par lesquels la terre est représentée, dans lequel on a Eretz Chitaus Ora, la terre du blé Chitaus Ora de l'orge, Eretz, donc Gefen ut Ena verimon, Gefen c'est la vigne, Teena c'est la figue, Rimon c'est le raisin, et enfin Eretz Zeit Shemen ut vache, la terre de l'huile de. Oui, j'ai quoi? Ah non, c'est Geffen. Geffen, c'est la vigne. Rimon la bonade. Eretz Zeit Shemen ut vache. Merci bien, c'est bien. Donc Eretz, et enfin le verset se termine en disant Eretz Zeit Shemen ut vache, la terre où l'olive coule en huile, ou de vache et du miel. En fait, la terre où on peut tirer l'essence de l'olive et l'essence de la date, puisque dans les deux, c'est pas le fruit en lui-même qui est célébré, c'est le produit du fruit. C'est-à-dire, ce n'est pas l'olive en elle-même, ça va être l'huile qui va être tirée de l'olive, et de même, ce n'est pas la date en elle-même, c'est ce qui va couler de la date. Lorsqu'on reprend chacun de ces fruits-là, dans la tradition juive, il a une histoire transversale. C'est-à-dire qu'à chacune des époques, il aura un impact dans l'histoire d'Israël. Ce sont des fruits qui sont certes fondamentaux. Le blé, par exemple, c'est la source de la subsistance. On ne mangeait pendant très longtemps quasiment que des produits à base de blé, à part les années de famine où là on se rabattait sur l'orge, mais l'orge était l'aliment qui était plutôt prédisposé à la nourriture des animaux. Donc, en général, cette nourriture-là n'était plantée, l'orge n'était consommée par les hommes que si on était en année famine où le blé ne poussait pas, où là on se rabattait sur l'orge. Mais le blé a une histoire toute particulière depuis la création du monde. D'après le traité de Brachot, on en avait parlé du reste il y a 2 ans, d'après le traité de Brachot, le fruit de la connaissance, du bien et du mal, et hada'at, eh bien, que Adam et Chava vont manger, ce n'est pas comme la déformation latine l'a fait croire une pomme, ou ce n'est pas non plus comme on a plus enseigné, c'est-à-dire de la figue ou de la vigne. D'après un certain avis dans le traité de Brachot, c'est le blé. Étonnant, parce que d'une part, on parle de Eitz Hada'at, l'arbre de la connaissance, et a priori, que je sache, le blé, ça ne pousse pas sur les arbres. Et en plus, comment est-ce qu'ils ont pu consommer du blé? Puisque apparemment, ils ont mangé du fruit. Comment est-ce qu'ils ont pu manger du fruit de l'arbre si c'est du blé? Alors d'abord, à cette question, la Gemara va répondre en disant pourquoi est-ce que ce serait la piste du blé qui serait privilégiée? Parce que le blé, c'est l'arbre qui représente la connaissance. On fait état effectivement de Eitz Hada'at, de l'arbre lors de la création qui était défendu, c'est l'arbre de la connaissance, et c'est le fruit d'Israël qui, pour qu'il puisse être consommé, a besoin d'être travaillé. C'est le fruit à partir duquel on a besoin, pour le consommer, de trier le bon du mauvais. On a besoin de séparer le bon gré de l'ivraie, on a besoin de passer par plusieurs phases de tri.
Et quoi de plus proche que la connaissance qui a besoin d'être, pour qu'elle puisse être acquise, on a besoin de devoir la trier et se l'approprier. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a cet avis dans le texte de Brachot qui nous dit pourquoi est-ce que le fruit de la connaissance, ce serait le blé? Parce que dès tout petit, lorsque on veut qu'un enfant grandisse, dès lors qu'il est encore tout bébé, on avait l'habitude d'alourdir le lait. Lorsqu'on donnait du lait à un enfant, on l'alourdissait avec des céréales moulues pour pouvoir enrichir le lait de blé. Et donc, étant donné que Adam et Chava venaient de naître, la première nourriture qui leur a été donnée, c'était déjà des produits qui étaient à base de blé. Et lorsque dans la Torah on parle alors de l'arbre de la connaissance, c'est une image qui est donnée ici, ce n'est pas littéralement un arbre, c'est-à-dire le produit qu'on ne peut commencer à produire qu'avec un savoir-faire, qu'à partir du moment où on est capable de pouvoir le trier suffisamment bien pour pouvoir le consommer. Et ça, c'est déjà un savoir-faire, c'est déjà une forme de connaissance. Eux qui étaient censés profiter de la nature telle qu'elle était, sans avoir besoin de la travailler pour pouvoir y accéder, c'est-à-dire pouvoir, de manière complètement brute, avoir accès à la connaissance sans filtre. Et la mise en garde avait été produite autour du blé, parce que le blé, c'est le fruit qui a besoin d'être transformé pour pouvoir être intégré. Et la connaissance que nous avons, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en l'état, on ne peut pas la consommer, on ne peut pas l'ingérer. Il faut d'abord, pour pouvoir l'intégrer, il faut d'abord la transformer, il faut d'abord la travailler afin qu'elle puisse être intégrée. C'est la raison pour laquelle on a cet avis qui est développé dès le début de la création du monde en disant que l'arbre de la connaissance, être à date, quoi de plus adéquat pour désigner la connaissance que le blé et que le produit du blé. Le blé va être, au cours de l'histoire, comme je vous le disais, être célébré de différentes manières, notamment lors de la fête de Shavuot. On apportait au terme des 50 jours du Homer, on apportait deux pains de chalot à base de blé. Quelle est la particularité? En fait, chacun des jours du Homer, on n'apportait pas de blé, on apportait de l'orge, des mesures d'orge. C'est le principe du Homer. L'Homer, c'est une mesure d'orge. Tous les jours du Homer, on apportait de l'orge, à part le dernier jour, le jour de Shavuot, on passait de l'orge au blé. Pourquoi l'orge? Parce que l'orge représente donc, le caractère animal de l'homme, c'est-à-dire la nourriture, c'est la nourriture qui est donnée aux animaux. Mais il y a une évolution. Le jour de Shavuot, on passe de l'animalité, de l'animal qui est en nous, à la connaissance. C'est une évolution de l'animal vers l'homme. Et donc, lors de la fête de Shavuot, on passe de l'orge au blé. Et pourquoi est-ce qu'on va nous préparer des pains qui sont à base, qu'on nous ferait en tant que sacrifice à base de blé? Parce que c'est la fête qui correspond à l'accès à la connaissance. Il n'y a pas de fête qui soit plus rattachée à la prise de conscience du peuple d'Israël, à la prise de connaissance de la fête d'Israël, que la fête de Shavuot, là où ils ont reçu la Torah, où ils ont eu accès à la connaissance dans sa pour laquelle, lors de la fête de Shavuot, on offrait alors on offrait 2 miches de pain. Pourquoi? Parce que c'était un moyen de montrer l'évolution de l'homme de Pessah à Shavuot, de l'esclavage à la liberté, donc à la connaissance. À l'inverse, le Seora, l'orge, c'est une céréale qui va être de l'autre côté. Si on a désigné le blé comme étant l'aliment qui allait représenter le plus la connaissance et le discernement, la capacité à comprendre par soi-même, quand on arrive à l'orge, c'est l'inverse. C'est la nourriture qu'on va donner à l'animal. Alors pourquoi est-ce qu'on va l'offrir autant pendant les 50 jours, pendant les 42 jours du Homer? Pour une raison toute simple, c'est parce que même si on a envie de pouvoir développer sa connaissance au maximum, on n'en reste pas moins humain. Et être humain, c'est savoir trouver l'équilibre entre les deux. Savoir trouver l'équilibre entre son humanité, c'est-à-dire sa matière, son corps, et son esprit qu'on souhaiterait nourrir.
Donc, ça veut dire que pendant les 49 jours du Homer, on va se découvrir à chaque jour une facette différente de notre humanité. Et donc, chaque jour, on va en apprendre un peu plus sur nous. Certes, il y a une partie spirituelle, il y a une partie immatérielle de la connaissance, mais il y a aussi une partie physique, matérielle qu'on doit non seulement connaître et célébrer. Chacun des jours du Homer, on est là en train de nourrir cette matérialité parce que l'objectif du juif, ce n'est pas de vivre comme un ascète sur une colline en train de manger uniquement que des bouquets. C'est aussi la capacité à pouvoir trouver l'équilibre entre les deux, entre d'une part l'aspiration à l'étude et d'autre part le devoir d'exister en tant qu'homme dans ce monde-ci. C'est pour ça qu'on a Eretz Kritaos Ora, c'est la terre de l'équilibre. C'est la terre où on est capable en même temps de pouvoir consommer le blé et consommer l'or. C'est la terre dans laquelle on est capable de se nourrir autant spirituellement, et il est né en premier, que matériellement, parce que notre rôle d'homme, c'est de pouvoir non seulement trouver, mais enseigner l'équilibre qu'il y a entre les deux. Oui, alors. Donc, le Eretz Kritaos Ora, c'est pour ça, donc c'est la terre d'Israël dans laquelle le Bani Israël, le juif, doit aspirer à développer ces deux qualités-là pour pouvoir s'épanouir dans cette terre-là. Si c'est une personne qui ne va aller que dans le spirituel, il lui manquera un ancrage dans la terre et donc il va être déséquilibré. Et à l'inverse, si c'est une personne qui se coupe complètement de sa spiritualité, eh bien, il existera moins en tant qu'homme qui a cette dualité. Ensuite, dès l'instant qu'on a compris, on va voir qu'il y a une évolution dans le verset, dès l'instant qu'on a compris qu'un homme, c'est ces deux facettes-là et que l'un ne peut pas suivre sans l'autre, alors le fruit qui vient par la suite, c'est Tamar. Tamar, c'est un joli prénom, c'est aussi un fruit. Tamar, c'est la date. Pourquoi est-ce que dans l'ordre des fruits, il vient juste après? Parce que la date, ça dit que Tamar, il fera. Quel est le juste? C'est quoi un homme qui est juste, c'est-à-dire qui évolue sur le fil de la justice? C'est une personne qui trouve l'équilibre. Une personne qui est juste, on voit la balance de la justice, c'est une personne qui est entre les deux. On a le spirituel, on a le matériel, on a le juste qui arrive à trouver le bon équilibre. Tzadik, Katamar Ifrach, le juste, c'est celui qui arrive à fleurir comme le dattier. Pourquoi comme le dattier? Parce que le juste, s'il veut arriver à trouver le bon équilibre entre ses aspirations spirituelles et son ancrage dans la vie, il faut qu'il se comporte comme le fruit du dattier. Desquels le fruit de la date, le dattier, a cette particularité, c'est que les dattes poussent, dans les dattiers, ça pousse en sorte de grappe, une très grosse grappe. En fait, c'est en même temps un arbre qui se distingue, et en même temps, et donc, c'est la solitaire, comme une sorte de palmier, avec la particularité que ces fruits poussent, mais poussent en groupe. C'est ça le tzaddik dont la terre d'Israël veut faire la promotion. C'est une personne qui a réussi à trouver l'équilibre, mais comment est-ce qu'il trouve l'équilibre? En restant dans le groupe. C'est-à-dire que le seul moyen de pouvoir trouver l'équilibre entre le spirituel et le matériel, c'est d'avoir des personnes avec qui pouvoir le partager. On n'est pas uniquement une personne, encore une fois, qui est seule de son côté, coupée du reste. On est comme le fruit du dattier, qui pousse d'abord en groupe, en grappe, et qui arrive à trouver son équilibre avec les personnes qui s'entourent. On a beau vouloir viser l'excellence, même si on est excellent, si on est tout seul à en profiter, on ne pourra non plus jamais trouver l'équilibre complet pour pouvoir exceller, c'est savoir également partager ses connaissances et partager ses aspirations. Le fruit qui vient d'ailleurs, dès l'instant qu'on a enseigné la capacité d'Israël à produire non seulement de la spiritualité et de la matérialité, mais trouver l'équilibre, le fruit qui vient après, c'est la théena, c'est la figue. Alors, la figue, elle aussi, c'est un des candidats à l'élection du fruit de la connaissance. Et ce fruit-là également est un fruit qui a toujours été consommé dans la tradition juive, sous différentes formes. Du reste, dans la Gemara, on nous parle de rigoulé devela. En araméen, une figue qui s'appelle devela. En hébreu, c'est théna, en araméen, c'est devela. Et à l'époque, ce qu'on faisait, les figues étaient tellement courantes en Israël et en Babylonie, que ce qu'on faisait, on prenait des quantités gigantesques de figues et on les faisait sécher
dans des moules ronds et on faisait des gâteaux de figues. Parce que c'était le seul, parmi les seuls aliments, parmi les seuls fruits qu'on pouvait consommer des mois après en les faisant sécher et qui pouvaient servir par la suite, qui était suffisamment nourrissant pour pouvoir permettre de survivre en cas de pénurie. C'était un des seuls fruits qu'on pouvait ensuite sécher, ensuite consommer lorsque c'était nécessaire, et on le consommait comme des trempes, comme nos fromages, comme nos camemberts ronds. Il y avait la même forme. On les agglomérait dans une presse et ça faisait comme nos camemberts à nous, sauf que c'était des camemberts de figues qui s'aggloméraient et qui donnaient donc les spécialités de l'époque. La TNA, oui, La figue séchée, quoi. La figue séchée en forme de gâteau. C'est des grands gâteaux. Enfin, je crois que tu es en train de trouver. C'est différent. Donc la figue, donc c'est lorsqu'on fait le seder de Rosh Hashanah, on se souhaite que l'année soit bonne et douce, comme la figue, parce qu'elle rejoint par la douceur la date, dans le sens où ça fait partie de ces fruits-là, que plus on les laisse mûrir, et à un moment donné, ils se gorgent tellement d'eau qu'ils les explosent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la symbolique du fruit qui va, pour devenir doux, qui va pas hésiter à non seulement se bonifier, mais c'est-à-dire à se gorger de plus en plus, à devenir tellement bon qu'il en déborde et lorsqu'il est mûr, il déborde et il coule vers l'extérieur. Ça, c'est la symbolique du chassid. On a parlé du tzaddik. Maintenant, on arrive au chassid. Le tzaddik, c'est celui qui trouve l'équilibre et qui s'y tient. Le chassid, c'est celui qui va se donner tellement complètement qu'il va aller au-delà de la ligne de la loi et qui va déborder pour les autres. On va terminer en citant le geffen, last but not least, le fruit de la vigne, qui lui, par contre, est un fruit qui est on ne peut plus central dans l'histoire du peuple d'Israël pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on le retrouve à de très nombreuses reprises dans la Torah, dans le Midrash depuis déjà l'époque de Noé, et à de très nombreuses reprises. Ça va être le fruit par excellence qui va représenter l'État d'Israël. Lorsqu'on nous décrit dans le Midrash la manière dont les explorateurs sont partis chercher des grappes de raisins, on nous raconte que les raisins sont tellement énormes qu'ils doivent être à deux pour porter une grappe de raisin. Et ce fruit-là, c'est le fruit qui va représenter le mieux l'État d'Israël parce qu'il a cette ambivalence. Il est en même temps un fruit qui se consomme à l'état et qui peut se bonifier avec le temps. Ça rappelle ce que disent les Pirkei Avot, qu'il ne faut jamais regarder la cruche, mais ce qu'elle contient. Il y a des cruches qui sont remplies, des cruches récentes qui sont remplies de vin très vieux. Il y a des cruches neuves, il y a des cruches très anciennes qui sont remplies de vin tout neuf. Ça veut dire qu'en réalité, la connaissance, c'est la symbolique de la vigne, c'est la capacité à pouvoir faire maturer la connaissance. C'est-à-dire prendre la connaissance et la transformer, l'intégrer, et pouvoir la transformer en quelque chose de différent. Quand on dit que, fais attention, il y a des cruches anciennes qui ont du vin neuf, ce sont des personnes âgées qui n'ont jamais su transformer la connaissance qu'elles ont eue. Elles ont la connaissance, mais elles n'ont jamais su l'intégrer et la transformer et l'en faire la sienne. Les femmes maturistes, elles la transformer en un vin qui est donc le produit de leur connaissance. Alors qu'il y a des cruches qui sont elles toutes récentes, mais qui portent du vin qui est ancien, c'est-à-dire la capacité à des personnes qui existe chez des personnes très jeunes de savoir non seulement apprendre, mais transformer la connaissance. Et ça, c'est également, lors de la soirée de Tou B'Shvat, une manière de rendre hommage au Harizal. Le Harizal, celui qui est un des plus grands instigateurs et vulgarisateurs de cette fête de Tou B'Shvat, puisque c'est celui qui du reste est un des plus grands kabbalistes de l'histoire juive et qui est à l'origine notamment de la fête de Tou B'Shvat. C'est pas lui qui a créé cette fête-là, mais c'est lui qui va la faire connaître et c'est lui qui va la développer. Dans la Gemara, dans le traité de Chagiga, on nous dit que on nous parle à la page 13, on nous parle
vous savez de cette légende que la Kabbalah ne peut s'étudier qu'à partir de l'âge de 40 ans. Vous avez déjà entendu ça, que la Kabbalah, c'est des textes qui étaient extrêmement profonds, ésotériques, qu'il ne faut surtout pas étudier, qu'il faut avoir beaucoup de connaissances auparavant, qu'on peut étudier avant l'âge de 40 ans. Ce texte-là est traité justement dans ce passage dans le traité de Chagiga, dans un passage qui nous dit qu'il est interdit d'enseigner certains passages du Tanakh de la Bible. Il est interdit de les enseigner à certaines personnes. On nous parle notamment du Maaseh Bereshit. Le passage qui parle de la création du monde, par exemple, c'est un passage qu'il est interdit d'enseigner à trop de monde en même temps. Pourquoi? Parce que ce sont des passages qui nécessitent tellement de travail et d'enseignement à titre dans un enseignement particulier que l'enseigner à un trop grand nombre, ce serait forcément se heurter à des contresens. Et ça va encore plus loin. Et il y a un passage qui est encore plus sélectif que celui-là, c'est le Maaseh Merkava, le passage dans le livre d'Ézéchiel dans lequel on nous parle d'Ézéchiel qui a vu une vision d'un char en feu, d'un char qui est tiré par des anges. Mais ça, on dit ça par contre, il faut l'enseigner à personne. La Mishnah dit qu'il faut l'enseigner même pas à un seul élève, à moins que celui-ci ait la capacité de pouvoir comprendre de lui-même et qu'il soit suffisamment sage. Et c'est justement sur ce passage-là, dans lequel on nous parle de ces passages ésotériques secrets, dans lesquels qui sont difficiles d'accès, que les commentateurs du Talmud vont pouvoir s'intéresser à l'origine de cette légende qu'on ne peut pas étudier la Kabbalah avant l'âge de 40 ans. Pourquoi? Parce que dans ce passage du Talmud, on nous dit qu'il y a certains textes qui sont réservés à des gens qu'on appelle les chefs de 50. Les chefs de 50, c'est ensuite un passage qui va être interprété plusieurs fois. Ça peut être soit des personnes qui sont eux-mêmes qui ont des responsabilités, ou alors 50, c'est la symbolique de la connaissance, 50 ans de la connaissance, c'est-à-dire que pour pouvoir accéder à ce type de texte et le développer par soi-même, il faut déjà avoir dans sa vie, avoir eu suffisamment d'expérience et de connaissances pour pouvoir être capable de produire du discernement. Et donc, dans ce passage-là, en fait, on se rend compte que cette idée, cette légende, il ne faut pas étudier avant 40 ans, n'a aucune source, elle a une seule source. C'est juste une des interprétations qui existent, qui n'est pas du tout l'interprétation majoritaire. Et du reste, parmi les plus grands kabbalistes, on a beaucoup de personnes qui n'ont même pas atteint l'âge de 40 ans. Notamment, celui dont nous parlons ce soir, Rav Yitzhak Luria Arizal, qui a été donc celui qui a écrit le livre Peri Etz Hadar, qui va être la base du Seder de Tobi Shvat, qui va ensuite être popularisé au cours de l'histoire. Rav Yitzhak Luria, lui, est décédé avant l'âge de 40 ans. C'est-à-dire qu'il va naître en 1534, il va décéder en 74, donc en 72, il aura 38 ans. À 38 ans, il aura été un des sages les plus érudits et les plus marquants de l'histoire de la Kabbalah, de toute l'histoire juive. Et dans la Gemara, on nous parle d'un des plus grands kabbalistes qui, lui, a commencé à étudier et à écrire ces livres qui vont être ensuite connus à l'âge de 13 ans. Donc, c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle ces passages-là, d'une part, ce rapport à la connaissance est un rapport qui va être tout à fait personnel. La symbolique de la vigne, c'est précisément la capacité que chacun a, non pas en fonction de ses connaissances, ni en fonction de son âge, mais en fonction de sa capacité à pouvoir intégrer, interpréter et transformer la connaissance qu'il a et l'intégrer. C'est la symbolique par excellence de la vigne, qui est un fruit qui en état est un fruit comme un autre, mais si on sait le prendre et si on sait le faire maturer suffisamment correctement, il devient avec le temps quelque chose qui se transforme et qui devient meilleur avec le temps. C'est la symbolique de la vigne qui va représenter le tzaddik, qui va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire on a dépassé celui qui est juste pour lui ou celui qui est chassid, qui va au-delà de la connaissance. On va arriver à l'étape ultime, celui qui non seulement porte la connaissance, qui l'intègre et qui la partage, mais qui l'intègre suffisamment pour qu'il puisse la transformer et la faire sienne. C'est de cette manière-là qu'on prend une personne
et on la transforme en ce que la tradition va appeler le Navi, le plus grand niveau de connaissance dans la tradition juive. C'est le prophète, c'est celui qui a une force intérieure suffisamment grande, un lien avec la suffisamment grand, qu'il va pouvoir développer un rapport tout à fait unique, à l'instar de ce qu'on a cité dans la paracha cette semaine, Moshe et Myriam, qui ont su marquer l'histoire juive à travers toute l'histoire, en développant chacun d'entre eux un lien tout à fait personnel, comme la symbolique de la vigne, c'est-à-dire le fruit qui se transforme avec le temps en quelque chose de plus grand. Voilà pour le tour d'horizon des 7 fruits d'Israël que nous allons consommer ce soir.